on va tout de suite transiter vers notre deuxième conférencière qui est Marie-Hélène Véronneau, donc professeure et chercheuse au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup. M'entendez-vous bien? Oui! Parfait. Alors, je vais tout de suite vous partager mon écran. Et voilà, donc diaporama. Parfait. Vous devriez bien voir maintenant ma présentation. Alors, merci aux parents qui sont là ce soir. Merci aussi aux conférencières qui ont parlé juste avant moi. Je trouve que ça met bien la table au sujet de ma présentation qui porte sur les amis et la pandémie, l'adaptation des familles à une nouvelle réalité. Alors, voici le plan de ma présentation. On va aborder en peu de temps, dans le peu de temps qu'on a, on va aborder 3 questions principales. Premièrement, une vraie amitié, qu'est-ce que c'est? Ensuite, comment diffèrent les amitiés en ligne par rapport aux amitiés en personne? Et finalement, quel est le rôle des parents pour aider leurs adolescents à développer optimalement leurs amitiés pendant l'adolescence? Donc, première question, une vraie amitié, qu'est-ce que c'est? Alors, les amitiés, ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large. Donc, l'univers social de l'adolescent, ça inclut bien sûr les parents, ainsi que les frères, les sœurs, les grands-parents, la famille élargie, toutes les personnes qui sont dans l'école, les enseignants, la direction, les intervenants, les gens du voisinage. Si votre adolescent fait des activités parascolaires, ça inclut bien sûr les entraîneurs, les autres professeurs. Mais une grosse partie de leur univers social à ce moment-là, de leur développement, c'est le groupe de pairs. Alors, le groupe de pairs, ben, c'est constitué des autres jeunes qui sont à peu près dans le même groupe d'âge que l'adolescent et qui, dans le contexte de la société, ont un statut à peu près équivalent à l'adolescent. Donc, à peu près le même statut d'autorité, tout ça. Mais bien sûr, un adolescent n'est pas ami avec tous les autres ados de son groupe de pairs. Alors, ce qu'on voit beaucoup au début de l'adolescence, ça se poursuit, ça augmente jusqu'au milieu de l'adolescence pour redescendre un peu après, c'est la création de cliques. Donc, des petits groupes de jeunes qui se tiennent beaucoup ensemble. Ils passent beaucoup de temps ensemble, ils se connaissent très bien. Et à l'intérieur de ce groupe-là, ben, il y a certains jeunes qui ont plus d'affinités et qui vont développer une vraie relation d'amitié. Il y a aussi des amitiés qui se déroulent à l'extérieur des cliques. Donc, on a les deux. Voilà, donc les amitiés à l'extérieur des cliques, c'est des amitiés qu'on dit en dyade. La dyade, c'est 2 personnes ensemble. Mais dans les 2 cas, la qualité de la relation qui fait en sorte que c'est une vraie amitié se définit à partir des mêmes critères. Donc, une vraie amitié, bien sûr, les chercheurs étudient l'amitié depuis des décennies. Et puis, donc, il y a un certain consensus, là, si on regarde l'ensemble des études là, qui se dégagent. Une vraie amitié, les critères vraiment de base, c'est la réciprocité et l'égalité. Donc, si moi, je dis qu'une autre personne, c'est mon amie, mais qu'elle ne va pas confirmer « oui, Marie-Hélène est mon amie », on s'entend que c'est pas nécessairement une vraie amitié. Donc, l'aspect de la réciprocité, c'est quand même crucial. Ensuite, il y a l'aspect de l'égalité. Alors, contrairement à la relation de l'adolescent avec ses parents ou avec ses enseignants ou même avec un frère ou une sœur un peu plus vieux, où il y a une certaine hiérarchie, dans la relation d'amitié, ça se définit par une égalité. Là. Il y a un statut égalitaire, il n'y a pas une personne qui est au-dessus de l'autre dans cette relation-là. Et les amis, bon, ben, soit passent beaucoup de temps ensemble, communiquent beaucoup ensemble. Alors, ils se connaissent très bien. Donc, ce qui fait qu'on est vraiment amis avec quelqu'un, il y a cet aspect-là. Je connais très bien mes amis et eux, ben, ils me connaissent aussi. On se connaît intimement. Et il y a aussi l'aspect affectif. Donc, bien sûr, la première chose qu'on pense quand on pense à une amitié, c'est l'affection qu'on a pour nos amis. Donc, voici comment on définit la vraie amitié. Maintenant,
c'est quoi la différence d'une relation d'amitié par rapport aux relations que l'adolescent a avec toutes les autres personnes de son univers social? Bien, c'est que les amitiés viennent répondre à certains besoins socio-affectifs qui peuvent, dans plusieurs cas, être difficiles à satisfaire dans le cadre de nos autres relations. Dès l'enfance, les amis, c'est important pour briser le sentiment de solitude. Les enfants ont besoin de compagnie et les adolescents aussi, même nous les adultes. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, les amis nous aident à nous sentir valorisés, nous aident à développer notre estime de nous-mêmes. C'est sûr que ma mère va toujours me trouver gentille et belle et bonne dans tout ce que je fais, mais bon, c'est sûr, c'est ma mère. Maintenant, si nos amis nous confirment, oui, je te trouve bon, dans telle matière à l'école ou dans tel sport, et puis, j'aime ta nouvelle coupe de cheveux, ça te va bien. On le prend au sérieux parce que cette personne-là n'est pas obligée de nous aimer. C'est vraiment une relation qui est volontaire. Donc, aussi nous-mêmes de se sentir un bon ami pour les autres, de voir que quand notre ami ne va pas bien, on est capable d'offrir notre écoute et que notre ami se sent mieux après. Bien, ça aussi, c'est valorisant. Donc, les adolescents font l'expérience de tout ça à travers leurs amitiés. Donc, bien sûr, ils vont chercher de l'affection. Ils vont parfois chercher de l'aide qui est plus instrumentale. J'ai de la difficulté avec mon devoir de maths, mon ami va venir m'aider. Et aussi, ils vont vivre de la loyauté dans ces relations-là. Donc, surtout là, on parle de la transition vers le secondaire. Des fois, les groupes d'amis sont un peu ébranlés, mais si j'ai confiance que j'ai un ami qui est avec moi et qui va prendre ma défense s'il y a des gens qui veulent, disons, dire des fausses rumeurs à mon sujet, je sais que cette personne-là va être là, puis ne va pas laisser faire, va dire que c'est pas vrai ces rumeurs-là. Bien, ça, c'est très rassurant pour le jeune. La dernière chose dont je veux parler, la dernière fonction qui est très, très importante, c'est le développement de l'intimité. Alors, on sait que les adolescents, ben, c'est une période où ils vont vivre des nouvelles choses. Par exemple, ils vont développer peut-être des sentiments amoureux vers d'autres jeunes et ils n'ont peut-être pas très, très envie d'en parler à leurs parents. Donc, leurs amis sont là pour les écouter, pour garder certaines choses secrètes si c'est des choses dont l'adolescent ne veut pas nécessairement parler à tout le monde. Et c'est réciproque aussi. Donc, l'adolescent lui-même apprend à respecter les secrets des autres, puis à vivre cette connexion-là intime avec ses meilleurs amis. Ça, c'est super important parce que plus tard, quand le jeune va être à la fin de l'adolescence ou va devenir un adulte, ben, il va sûrement développer une relation de couple. Et l'apprentissage de l'intimité qu'il va avoir fait avec ses amis à l'adolescence va lui servir à ce moment-là à bâtir une relation de couple solide. Donc, c'est super important, les amitiés dans la vie des jeunes pour ces raisons-là. Maintenant, quel est l'impact possible des amis sur le développement des adolescents? Alors, pour répondre à cette question-là, je m'inspire d'un modèle qui est bien connu dans notre domaine, développé par un chercheur qui s'appelle Hartop, que moi, j'appelle le modèle ici le modèle en 3 dimensions, en 3D. Alors, la base de ce modèle-là, c'est est-ce que l'adolescent a des amis? Alors, presque tous les adolescents peuvent nommer des amis si on leur demande, mais est-ce que ces amitiés-là sont réciproques? Bien, pas tout le temps. Alors, on remarque que les jeunes qui n'ont pas un ami réciproque ont plus de risques de souffrir de solitude, ont plus de risques de vivre la victimisation. Mais est-ce que ça prend quand même, malgré tout, un ami à tout prix? Est-ce qu'il existe des amis qui ont peut-être plus une influence négative que positive? Oui, en fait, les recherches démontrent que la deuxième dimension de mon modèle en 3D est très importante aussi, c'est les caractéristiques des amis. Donc, j'ai eu une étude où on regardait dans nos participants l'influence de l'engagement scolaire des adolescents sur l'engagement scolaire, sur l'évolution de l'engagement scolaire de leurs amis. Et effectivement, si le jeune au secondaire a des amis qui sont bien engagés à l'école, a tendance à s'engager davantage lui aussi. À l'inverse, il y a d'autres études qui ont montré également que si le jeune se tient avec des amis qui sont plus déviants,
ou qui utilisent des drogues ou de la cigarette, ça pourrait aussi avoir une influence négative sur le jeune. Mais dans quel contexte cette influence-là peut-elle se manifester? C'est pour répondre à cette question-là que j'aborde la troisième dimension ici, soit la qualité de l'amitié. Alors, on sait que si les jeunes ont une amitié de bonne qualité, donc une amitié qui satisfait bien les fonctions dont j'ai parlé plus tôt, où il y a un bon lien affectif, ben, l'influence de l'amitié va être plus prononcée. Heureusement, la plupart du temps, ce qui fait en sorte qu'une amitié de bonne qualité, l'écoute, le fait d'être capable de donner de la place à son ami, de le respecter, ben c'est quand même des caractéristiques qu'on retrouve chez les jeunes qui sont bien adaptés. Donc, en général, ça va bien ces deux choses-là ensemble. Et il y a aussi des bonnes chances que si votre adolescent se tient avec un ami qui est moins prosocial, comme on dit nous chercheurs, donc il y a plus des comportements à problème, bien, souvent ces jeunes-là ont également de la difficulté à avoir les comportements qui favorisent la qualité de l'amitié. Donc, si vous voyez que, bon, votre jeune se tient avec d'autres adolescents qui sont plus déviants, mais que vous voyez que la qualité de la relation n'est pas là, l'attachement ne se fait pas vraiment, il y a des bonnes chances que votre adolescent aille lui-même vers d'autres relations d'amitié, puis que ça passe. Mais ça arrive quand même que des jeunes qui sont plutôt déviants ont malgré tout des bonnes habiletés sociales, qui sont capables d'avoir des amitiés de bonne qualité. Puis, si un jeune est dans ce contexte-là, là, il faudrait peut-être intervenir pour aider l'adolescent à aller peut-être vers d'autres activités, d'autres milieux où il pourrait rencontrer des pairs qui sont plus prosociaux, plus adaptés socialement, et là, développer des amitiés avec des jeunes qui ont des comportements que vous voulez voir adoptés par votre adolescent. Donc, ces recherches-là ont été faites, mon Dieu, surtout en grande partie à l'extérieur du contexte des amitiés en ligne, mais là, le monde change rapidement, surtout avec le confinement, et les adolescents vivent plusieurs de leurs amitiés en ligne. Donc, les amitiés en ligne se vivent sur tout plein de plateformes. Les adolescents sont souvent les premiers, justement, à être au courant que ces plateformes-là existent, puis à les adopter, à les inclure là, dans leur quotidien, surtout avec leur téléphone intelligent ou leur tablette. Mais dans tous les cas, ce dont je veux parler, c'est le fait que les amitiés en ligne, c'est beaucoup pour les jeunes qui ont une vie sociale assez active hors ligne, disons à l'école ou dans leur voisinage, en personne. Donc, ceux qui ont beaucoup d'amis vont beaucoup utiliser les réseaux sociaux, en fait, juste pour continuer à cultiver leurs amitiés, les amitiés qu'ils ont développées en personne, mais au moment où ils ne peuvent pas se voir, comme vous avez pu le constater sûrement pendant le confinement. Il y a d'autres jeunes qui utilisent les amitiés en ligne parce qu'ils ne réussissent pas à trouver des personnes avec qui ils connectent vraiment bien dans leur entourage. Et à ce moment-là, ils vont nouer des amitiés en ligne, avec des communautés en ligne. Ils vont retrouver des gens qui sont plus semblables à eux, avec qui ils connectent mieux. Puis ça vient compenser à ce moment-là peut-être le manque, l'absence d'amis dans leur entourage. Donc ça, c'est un phénomène qu'on voit aussi, puis qui a été associé quand même à un bon développement des jeunes, ça leur apporte vraiment quelque chose de positif dans leur vie. Maintenant, j'aimerais parler de comment les amitiés en ligne se distinguent des amitiés en personne. Alors, nous, en tout cas moi, quand j'étais adolescente, ça n'existait pas les amitiés en ligne. Alors, si je vivais quelque chose de difficile, peut-être en revenant à la maison après l'école, je devais gérer ces émotions-là moi-même. Je devais les vivre, peut-être essayer de les comprendre, de me changer les idées pour me sentir mieux. Donc, tout cet aspect d'autorégulation, on n'avait pas vraiment le choix de vivre avec ça parce que peut-être je pouvais appeler mon ami pour quelques minutes, mais en gros, c'est seulement le lendemain matin que je revoyais mes amis à l'école, puis là, j'avais un peu plus de recul sur la situation, puis on pouvait en discuter. Mais j'avais déjà moi-même progressé dans ma façon de gérer une situation difficile.
Alors que maintenant, avec les amitiés en ligne, les réseaux sociaux, il y a tout l'aspect de l'instantanéité, de la présence des amis. Les jeunes peuvent en tout temps là, texter, écrire, appeler leurs amis. Donc, ça fait en sorte que le jeune, au lieu de vivre un peu avec ses émotions et ses difficultés puis essayer de les gérer lui-même, ben, il y a quand même le risque qu'il aille tout de suite chercher le soutien de ses amis sans vraiment faire l'effort de développer les habiletés d'autorégulation dont il va avoir besoin. Alors, c'est pour ça que les parents devraient quand même avoir certaines règles pour limiter les moments où les jeunes peuvent communiquer avec leurs amis en ligne. Et ça, je vais y revenir tantôt à la fin de la présentation. En lien avec l'instantanéité des médias sociaux, viennent aussi les attentes autour de tout ça. Ça se pourrait qu'un adolescent que vous invitez à aller prendre une marche dehors pendant 1 heure, pas de téléphone, on est en famille, va trouver ça stressant parce qu'il va dire, ben si j'ai mon meilleur ami ou ma meilleure amie qui essaye de me rejoindre, s'il y a quelque chose, si elle a de la peine, si elle a besoin de me parler, puis que je lui réponds pas, elle va peut-être croire que je suis fâchée contre elle ou que je veux pas être son amie. Alors, ça aussi, les attentes peuvent mettre beaucoup de pression sur les jeunes de toujours être sur leur téléphone ou leur tablette. Et c'est les parents qui vont aider le jeune à créer une structure autour de ça. Et c'est important ensuite que les jeunes puissent communiquer cette structure-là à leurs amis pour gérer les attentes, comme quoi, non, je ne suis pas toujours disponible. Il y a des moments où on peut se parler, puis il y a des moments où ce n'est pas possible. Pour enlever cette pression-là sociale à toujours pouvoir être en contact avec ses amis. Et puis, bon, en tout cas, le modèle dont je prends ces informations par ses collègues a plusieurs autres choses, mais moi, je trouvais que pour aujourd'hui, la dernière chose dont je voulais parler, c'était la qualité des interactions. On le sait comme adulte, là, depuis qu'on est sur Zoom, là, on se rend compte que ça peut être difficile parce que les gens avec qui on interagit, ben, même avec la vidéo, des fois, on n'est pas capable de percevoir tous les indices non-verbaux d'une communication d'humain à humain. Souvent, c'est vraiment juste en personne que la richesse de cette interaction-là peut vraiment être bien captée. Alors, c'est la même chose pour les adolescents, d'autant plus que beaucoup de leurs interactions, c'est des textos ou des photos qu'ils doivent interpréter et qui peuvent ne pas savoir exactement comment interpréter, ne pas comprendre l'intention de la personne qui leur a écrit ou qui leur a envoyé une photo ou qui a publié ça en ligne. Alors, ça peut créer des billets d'interprétation, peut-être même des conflits. Alors, d'informer, de rappeler à nos jeunes, ben là, ne pas réagir trop vite en pensant qu'on sait exactement ce que l'autre personne a voulu dire ou faire, mais surtout quand l'interaction a eu lieu via un média électronique, étant donné que ça enlève beaucoup d'informations non verbales qui, normalement, est très importante pour se comprendre là, entre humains. Alors, quand c'est possible pour notre adolescent de plutôt avoir des interactions en personne, donc quand le confinement n'est pas trop sévère, c'est ça l'idéal pour que le jeune puisse vraiment avoir des interactions riches avec ses amis. Alors, pour terminer, j'aimerais maintenant aborder le rôle des parents pour aider leurs jeunes là, à bien gérer leurs amitiés à l'extérieur des réseaux sociaux, mais aussi en ligne. Donc, premièrement, le rôle des parents, c'est d'être présent avec leur adolescent et puis d'avoir une conversation ouverte et le type de conversation qui aide vraiment, qui favorise le mieux la communication du jeune, et puis une communication vraiment honnête, c'est des conversations où les parents vont montrer de l'intérêt envers le jeune, comme les présentatrices tout à l'heure le mentionnaient, donc dire, bon, je m'intéresse à tes amis, c'est qui ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font, mais sans faire un interrogatoire, mais vraiment montrer qu'on a envie d'en connaître plus sur la vie de notre jeune. Donc, faire la place pour ça dans nos interactions. Et aussi, quand je parle de présence des parents aussi quand le jeune utilise les médias sociaux puis l'Internet, parce que on recommande que ces plateformes-là soient utilisées dans un endroit de la maison où toute la famille peut avoir accès. Donc, le jeune va être moins porté à aller sur des plateformes ou des sites qui ne sont pas appropriés pour son âge.
Et également, si le jeune vit quelque chose de difficile dans son interaction, il est triste, il est fâché, le parent peut le voir et puis peut en prendre connaissance puis parler à son adolescent pour le soutenir là-dedans puis essayer de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas là, dans ses interactions en ligne. Un rôle des parents, c'est aussi vraiment d'imposer une structure sur l'utilisation des médias sociaux pour être en relation avec les amis. Donc, cette structure-là, en grande partie, c'est de décider c'est quoi les moments de la journée où on peut le faire. Bon, ben, si l'école est fermée, que le jeune a des travaux à faire, ben, le parent peut dire ben, il faut vraiment que tu fasses tes travaux scolaires le matin et puis après le dîner, si tu as bien fait ta première période d'études, tu vas avoir une heure où tu vas pouvoir parler à tes amis. Donc, ça va aider le jeune vraiment à se concentrer sur ce qu'il a à faire, soit ses études ou pratiquer un sport ou bon, peu importe ce qu'il veut faire, mais d'être vraiment à 100% là-dedans au lieu d'être en multitâche puis toujours être stimulé par des demandes de la part de ses amis sur les réseaux sociaux. Donc, on ferme les appareils électroniques, on les met ailleurs pendant qu'on étudie ou qu'on fait une tâche comme ça. Et on communique ces attentes-là, ben, ces règles-là à nos amis. Donc, les amis, à ce moment-là, vont pouvoir gérer leurs attentes et savoir à quel moment notre adolescent est disponible pour leur parler. Parlant de moments de la journée, le soir avant de se coucher, ce n'est pas le bon moment. On essaie de garder quelques heures avant le moment d'aller se coucher pour mettre les appareils électroniques de côté. Il y a des études qui démontrent que ça peut perturber le sommeil des adolescents s'ils utilisent trop leurs appareils électroniques dans les heures qui précèdent le sommeil. Et également, il y a des jeunes qui ont beaucoup de misère à décrocher de leurs appareils électroniques de sorte qu'ils se réveillent la nuit pour prendre leur message, envoyer des textos. Là, il y en a qui peuvent développer une dépendance. Alors, on suggère que les appareils électroniques ne soient même pas dans la chambre de l'adolescent pendant la nuit. Et puis, dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que les parents devraient parler régulièrement avec leurs adolescents du fait que tout ce qui existe en version électronique, une photo, un texto, même si on pense que c'est un message privé, a la possibilité de devenir public, a la possibilité aussi de devenir permanent parce que dès que cette chose-là existe en version électronique, ça peut être diffusé sur Internet, on ne sait pas qui peut faire des copies. Donc, certaines photos compromettantes ou messages compromettants qu'on envoie à un ami aujourd'hui qui ne sera peut-être pas notre ami demain, ça pourrait faire en sorte que le jeune va le regretter longtemps. Donc, rappelez ça à votre adolescent parce que c'est difficile à cet âge-là de se projeter aussi loin dans l'avenir. Donc, mot de la fin pour conclure, les amis, c'est super important. C'est pas des personnes qui peuvent être remplacées facilement par les parents ou par les frères et sœurs. Ils ont vraiment un rôle unique à jouer dans le développement des adolescents. Et comme parents, si vous gardez la communication ouverte et intéressée envers votre adolescent, ben, les chances sont qu'il va vous donner l'information dont vous avez besoin pour le guider dans la navigation optimale de ses relations avec ses amis. Voilà, merci.